Bonjour ou bonsoir même pour les nocturnes. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle analyse tactique, la première de la saison sur un match de la Coupe aux grandes oreilles et pas n'importe quelle affiche, le choc entre le PSG et l'équipe au plus grand nombre de victoires depuis la création de la Ligue des Champions en 1958. Je surnomme le Real de Madrid et son équipe avec beaucoup d'expérience et de trentenaires qui est actuellement première du championnat espagnol. On sait qu'à la fin de la confrontation, de toute manière, la fin de la confrontation aller-retour, plusieurs étoiles iront vers la sortie de la compète. Que ça soit Kroos, que ça soit Modric, Benzema ou même côté parisien, Messi, Mbappé, Drexler. Pour le moment, c'est les clubs ayant remporté la Coupe des Coupes en 1996 qui a pris une mini-avance avec sa victoire et un petit bout du ticket qualificatif pour l'écart, un bout largement mérité pour le PSG qui a remporté ce match 1-0 face au Real qui pouvait être en quête de 3 en phase offensive avec Modric évoluant plus haut, se transformant en meneur de jeu, qui sortait de la ligne de 3 du milieu, qui était plus sur la même ligne que Toni Kroos et Casemiro. La preuve en stat paraît largement devant en termes d'XG avec 1,91 contre 0,13 pour Madrid. Le Real de Madrid a tiré seulement 3 fois, dont 0 de la part des attaquants qui étaient complètement inoffensifs. Par exemple, Vinicius n'a réussi qu'un dribble sur 4 tentés. Benzema a touché très peu de ballons pour un joueur qui, comme lui, aime décrocher, aime apporter des solutions, peut remiser, peut même laisser l'axe à Luka Modric. Il a touché seulement 34 ballons et on peut même regretter et reprocher aussi à Carlo Ancelotti de l'avoir titularisé, surtout qu'on se dit avec un Gareth Bale qui était titulaire face à Villarreal dans un rôle de faux neuf, aurait apporté un petit peu plus de solutions aux défenseurs qui ne seraient pas toujours obligés d'aller chercher les milieux de terrain, qui auraient pu direct balancer vers Gareth Bale qui ferait des appels en profondeur comme on a vu face à Villarreal. D'ailleurs il a bluffé Carlo Ancelotti et les adjoints, et puis il peut aussi se déplacer sur les côtés pour pouvoir attirer les latéraux, libérer de l'espace notamment pour Vinicius sur le côté gauche. On peut reprocher ça à Carlo Ancelotti car on se dit peut-être qu'il n'a pas voulu vexer Karim Benzema, c'est peut-être pour ça qu'il l'a sorti qu'à la 87e alors qu'il paraissait pas si bien que ça au niveau de la forme physique. Donnarumma lui n'a eu même pas besoin de faire une parade et a touché que 15 ballons, ce qui montre le faible temps de jeu du Real de Madrid haut avec le bal, une raison pourquoi on n'a vu qu'une fois le 5-5-0 avec personne sur la première lame de pressing, avec Messi qui s'était déplacé sur le côté droit. Le 5-5-0 était le système utilisé quand le Paris Saint-Germain défendait bas sur le terrain, il n'y avait plus personne dans l'axe, et donc comme je l'ai dit, sur la première lame. Courtois et ses 79% d'arrêt en moyenne par match depuis le début de la saison a arrêté 7 tirs, dont un penalty que certains décriront comme facile à arrêter, mal tiré pour un super joueur qui n'est visiblement pas un spécialiste dans cet exercice, mais qui quand même pour moi a fait l'un de ses meilleurs matchs de la saison. Il a touché 100 ballons, c'est la première fois qu'il passe ce cap dans ses nouvelles couleurs. Car depuis le début de la saison, il touche un petit peu moins de ballons. C'est notamment peut-être à cause de sa position. On l'a vu notamment au début de saison où il évoluait sur les côtés, comme on a vu face à Bruges lors de sa toute première titularisation. Il évoluait sur le côté droit. Alors que par exemple, si on regarde avec le FC Barcelone la saison dernière, il était très important. Il avait une énorme influence. Il touchait en moyenne en Liga 91,6 ballons. Et en Ligue des Champions, plus de 100 ballons, 101,7. Et moi, clairement, il m'a impressionné avec ses prises de balles, ses crochets supersoniques, la manière dont il a réussi à conserver le ballon malgré la pression, malgré beaucoup de joueurs qui l'entouraient, notamment au milieu de terrain. C'est pour ça qu'il a eu 3 tirs qui ont été repoussés, qui ont été contrés. Alors qu'à vue d'œil, c'est vrai que les trajectoires de ses frappes paraissaient assez bien. Mais c'est vrai qu'il n'est pas spécialiste dans cette matière-là, il n'est pas spécialiste dans cet exercice de face arrêtée. 2 saisons dans sa carrière, il a fini seulement avec 50% de pénalty réussis dans sa carrière, 2 saisons. Et c'est 78,26% de réussite sur les pénaltys si on prend toute sa carrière. L'analyse de la victoire du Paris Saint-Germain avec un super contenu mais pas un super résultat. Et donc pas une superbe avance avant le match retour dans quelques semaines. Mais comme l'a dit Ferland Mendy, selon lui, le Paris Saint-Germain a bien pressé. Donc l'analyse, ça commence
tout de suite. Alors pour cette analyse tactique, je vous ai concocté une palette avec 5 captures d'écran, avec 5 images. Alors le code couleur c'est jaune pour le Paris Saint-Germain et blanc comme pour le maillot pour la Casablanca, le Real de Madrid. L'un des grands points forts hier du PSG était son jeu sans ballon. Les attaquants étaient bien plus concernés que sur les autres matchs où ils étaient coupés en deux. On peut penser notamment à certains matchs de Ligue des Champions, celui face à Manchester City à l'aller et aussi au retour où ils défendaient à 7 avec les 4 défenseurs et les 3 milieux de terrain, avec Herrera et Gana Gueye qui étaient d'une aide précieuse au milieu de terrain pour les latéraux. Hier, en phase de pressing, Paris était en 3-5-2. Les positions étaient complètement modifiées. Presque aucun joueur était dans sa zone de base sur le papier. Ils n'avaient donc pas le même poste. Par exemple, Mendes et Hakimi étaient très très hauts en ailier temporairement, comme on peut le voir à l'image. Hakimi hier qui a réalisé 4 tacles et Mendes qui a touché 78 ballons. C'est le cas aussi de d'autres joueurs, comme par exemple Kylian Mbappé, Aurel Di Maria qui repique dans l'axe, qui se transforment temporairement tous les deux en avant-centre. Ils jouent tous les deux en pointe, ce qui oblige Messi à reculer et à se transformer en milieu de terrain, ce qu'on a pu aussi voir en phase de possession où Paris était en 5-3-2 avec un Danilo qui gardait la position qu'il a là en phase défensive. C'est d'ailleurs pour ça c'est très très intelligent comme choix de la part de Mauricio Pochettino de lui avoir donné à lui ce rôle-là, car il n'a pas le même volume de course qu'un Marco Verratti par exemple, qui a été impressionnant, l'ami de Lorenzo Insigne. Il a fait beaucoup d'efforts, il a beaucoup pressé, il a beaucoup chassé. On a pu voir presser Courtois, on a pu voir presser les défenseurs centraux. Il a voulu mettre de la pression sur les milieux de terrain, les obliger à jouer en touche, les obliger à faire des erreurs, à jouer en retrait, à se précipiter comme on a pu voir en début de match avec Toni Kroos, l'ancien joueur du Bayern de Munich. Donc je reviens, si Mauricio Pochettino a donné ce rôle-là à Danilo, d'être très très bas en phase défensive, donc ça veut dire de rejoindre Marquinhos et Kimpembe, de venir créer une défense à 3, de compenser donc les montées d'Hakimi. De l'autre côté, c'est Kimpembe qui compense les montées de Nuno Mendes. Et si c'est lui qui a eu ce rôle-là, si c'est lui qui a tiré le gros lot, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de courses de remplacement à faire parce qu'il a presque la même position sur certaines phases de possession. On voit former un losange avec un Paredes juste devant la défense. Et la preuve que c'est pas un joueur très très rapide, tellement qu'il se replaçait pas rapidement, on a pu voir sur certaines images en phase défensive quand toute l'équipe était repliée et que le Real était un peu plus haut en phase de possession, ce qui a été très rarement le cas parce qu'il faut quand même le rappeler qu'ils ont tiré seulement 3 fois et qu'on a très très peu vu les attaquants qui vont peut-être se réveiller lors du match retour. Quand ils devaient se replacer plus haut, donc ravoir la position de départ, reprendre sa position de départ qu'il a dans la composition, donc ça veut dire de relayeur, bah c'était assez lent de se replacer, donc on pouvait voir donc un 5-4-1 pendant un petit moment. Juste avant de passer à l'autre image, regardez la position de Karim Benzema. Là on voit que ses partenaires ont du mal à se relancer. D'ailleurs, petit système de compensation, bon c'est qu'un petit détail parce qu'on l'a très rarement vu, mais quand Courtois sort un petit peu de sa surface, même pas forcément quand il sort de sa surface, mais quand il sort un petit peu balle au pied, quand il se rapproche de la sortie de sa surface de réparation, quand il se rapproche proche de l'équipe adverse, quand il essaye de sortir, on peut voir un défenseur qui va reculer et qui va donc compenser, et c'était Militao, c'était pas là. Hier, c'est vrai que c'est plus facile de critiquer les choix hier de Carlo Ancelotti que ceux de Mauricio Pochettino, parce qu'il a décidé de mettre dans le 11 type Karim Benzema, Ferland Mendy, alors qu'ils reviennent de blessure. Karim Benzema qui a touché bien moins de ballons qu'il en touche habituellement. Lui qui aime décrocher, lui qui aime jouer bas, qui peut laisser l'axe à Luka Modric, qui peut remiser, qui peut ramener du mouvement, qui peut switcher sa position avec Vinicius, même avec Asensio comme on a pu voir en Supercoupe. Et c'est vrai que sur certaines phases, on a vu un Benzema immobile qui a pas mis beaucoup en difficulté Marquinhos, parce que c'est vrai qu'hier on dit les Parisiens ils ont géré comme des petits chefs les attaquants du Real de Madrid, mais pour moi on peut pas mettre ce verbe, on peut pas dire ils ont géré Karim Benzema, je pense pas, car hier le français leur a pas vraiment posé beaucoup de problèmes.
peu de confrontations, très peu de duels. D'ailleurs, il y en a 0 au sol disputé pour Marquinhos et aussi pour Kimpembe. On peut pas dire que le français ait posé beaucoup de problèmes à la défense. Et on peut même être déçu que Carlo Ancelotti n'ait pas décidé d'un petit peu modifier son 11 type dès le retour des vestiaires, dès le retour des vestiaires et dès la reprise du jeu, en retrouvant notamment Gareth Bale qui aurait proposé plus de choses, qui aurait proposé des appels en profondeur. Parce que Gareth Bale, on a vu notamment face à Villarreal pour son 4e match de la saison, lui qui a raté énormément de matchs à cause de blessures, 26 matchs cette saison à cause des blessures. Il a bluffé le staff technique du Real de Madrid et Carlo Ancelotti, donc malgré le fait qu'il ait quand même été maladroit, de grosses occasions manquées, mais il modifie un petit peu ce jeu du Real de Madrid, il apporte des solutions en profondeur. Là on voit par exemple, sur cette phase-là, le Real est en difficulté, ils ont du mal à se relancer. Thibaut Courtois aurait pu avoir une solution longue, de jeu long, de passe longue vers Gareth Bale en profondeur. Il peut même se déplacer sur les côtés pour pouvoir attirer le latéral droit et libérer de l'espace pour Vinicius. Et même en phase défensive, il a fait pas mal d'efforts, des prises à 2 sur le numéro 6, sur Parejo, et il a essayé de fermer des possibilités de passe aux porteurs de balle. Et pour revenir un petit peu sur son jeu offensif, il peut aussi se déplacer sur les côtés. Et le Real se retrouve avec 3 joueurs sur les côtés, avec l'ailier et le latéral. Et n'en parlons pas de Vinicius qui a été transparent, notamment face à un Danilo qui a remporté 2 duels sur 4 au sol, malgré le fait qu'il n'ait pas le volume de Marco Verratti, qu'il n'est pas aussi foufou et énergique. Le 5-5-0, système qu'on a pu voir provisoirement dans les phases défensives de l'OM et de Wolverhampton, le 4-4-2, le 4-5-1, le 5-4-1 et le 5-3-2 sont tous les systèmes défensifs qu'a utilisé le Paris Saint-Germain hier. Ces systèmes sont notamment dus au déplacement des milieux de terrain. Danilo peut être plus bas, venir créer une défense à 3. Verratti peut rejoindre la première lame de pressing, peut rejoindre Messi. Messi qu'on peut d'ailleurs souvent voir là, parce que là on voit un 4-5-1, mais un Mbappé, mais un Di Maria qui se rapproche de Lionel Messi, les deux Argentins qui sont sur la première ligne. On a pu souvent voir Messi pas venir aller presser les centraux. C'était souvent, on a vu notamment dans les phases de pressing, quand Paris est haut, quand Paris était très haut, c'était souvent Mbappé et Di Maria, et après t'avais les latéraux qui venaient sur les latéraux du Real de Madrid. Mais Messi est très souvent sur les milieux de terrain, que ça soit sur Kroos, même sur Modric, mais un peu moins. C'est surtout Kroos et Casemiro, et principalement Casemiro où il était au marquage. C'est surtout lui qui marquait hier soir. Là, juste petite parenthèse sur le Paris Saint-Germain, on va juste repasser un petit peu sur le Real de Madrid, sur la position de Carvajal qui a presque une position de latéral inversé. Je l'ai notamment vu sur la carte des positions moyennes des merengues. Je vous l'ai déjà dit que Paris pouvait évoluer en 4-4-2 en phase défensive, que ça soit avec Di Maria qui vient rejoindre Messi, que ça soit même avec Kylian Mbappé. Là, c'est Verratti qui va sortir et qui va rejoindre Lionel Messi. D'ailleurs, juste pour revenir sur Neymar qui est rentré un petit peu tardivement d'ailleurs, Pochettino n'a pas remis le système qu'on pouvait voir en Ligue des Champions lors de la saison 2020-2021, donc était la saison dernière. Le 4-2-3, on pouvait voir d'ailleurs Paredes qui redescendait et un Neymar aussi qui redescendait, ce qui formait un 3-4-3 et un Neymar qui se transformait, passer de sa position de meneur de jeu dans une position de relayeur avec ses déplacements. Mais là, pas de changement de système, on est toujours dans un 4-3-3, avec un faux neuf Lionel Messi qui peut lancer en profondeur les ailiers qui sont Neymar et Mbappé. 4-3-3 pour 4-3-3, c'était juste du changement de joueur, pas de changement de système. Juste pour finir sur cette image là, j'ai trouvé que Benzema est devenu meilleur quand Eden Hazard est rentré, et finalement il était meilleur sur ces dernières minutes du match où on a pu voir Benzema se déplacer sur le côté, attirer Hakimi, libérer de l'espace pour Eden Hazard. Intéressant, à l'image on voit Danilo qui a la même position qu'on a pu voir quand Paris était haut, quand Paris pressait, quand Paris était en phase de pression, avec Hakimi qui a mis des chefs-d'œuvre à la canne.
Et donc le Portugais qui se mettait sur l'ailier avec un Hakimi qui allait chasser Ferland Mendy, qui a d'ailleurs récupéré certains ballons haut sur le terrain. Et je vous parlais tout à l'heure de l'apport de cette position de Danilo qui était là pour compenser la montée d'Hakimi et pour pas le laisser libre, pour pas laisser tout seul Vinicius, pour qu'il ait quand même un joueur sur le dos. Là, en phase de possession, ça apporte deux choses parce que cette position-là apporte des choses en phase de possession et en apporte aussi en phase défensive. Elle apporte dans les deux grandes phases du jeu, si on compte pas la phase arrêtée. Cette position en phase de possession, donc quand Paris a le ballon, permet d'occuper la ligne offensive du Real de Madrid, permet d'occuper les trois attaquants, Marcos Asensio, Karim Benzema et Vinicius Junior. De créer, de former un 3 contre 3, la ligne offensive face à cette ligne parisienne qui occupe toute la largeur du terrain, qui permet sur les côtés de créer un 2 contre 1, Nuno Mendes, Mbappé sur le côté gauche et Hakimi et Di Maria sur le côté droit. Et la position très très haute de Nuno Mendes qu'on a pu voir face à Lille, ça réaxe Kylian Mbappé et même Di Maria qu'on peut retrouver presque comme en phase de pressing dans une position d'avant-centre. Et finalement, on voit qu'il y a quand même des similitudes entre la phase de pressing du PSG et la phase de possession. Avec donc une ligne de 4 offensif, les deux latéraux, les deux ailiers. Finalement, ils n'ont pas profité de cette supériorité numérique sur les côtés parce que cette défense du Real de Madrid a bien coulissé. Finalement, au lieu d'avoir un 2 contre 1, on a eu un 4 contre 4 avec les défenseurs centraux qui étaient sur les deux ailiers et les latéraux qui étaient sur les latéraux du PSG. Donc dans les duels, c'était du poste contre poste. Et chose qu'on a pu voir, comme Mbappé, comme Di Maria prennent la position de Lionel Messi dans l'axe, Messi se déplace au milieu de terrain, se déplace un petit peu plus bas, ce qui forme donc un 3-3-4 en phase de possession. Un système que le Real de Madrid peut aussi utiliser en phase de possession temporairement pendant un petit moment avec un latéral qui reste plus bas et l'autre latéral qui va se projeter. Je pense à Carvajal qui reste plus bas, qui peut avoir le rôle de Walker à Manchester City, et Marcelo, on a pu le voir ce 3-3-4 face à Elche, notamment l'ancienne équipe de Dario Benedetto qui a remarqué avec Boca Juniors. Alors on va finir avec Lionel Messi qui a créé un énorme débat entre plusieurs personnes qui trouvent que Lionel Messi a fait un bon match et ceux qui trouvent qu'il a fait un mauvais match. Alors ces personnes-là trouvent qu'il a fait un mauvais match, c'est notamment pour son pénalty raté, on va pas se mentir, et pour ses touches de balle assez basées, assez bas du terrain, et peu dans les zones dangereuses. Alors déjà je voulais revenir sur ce rôle de faux neuf. Déjà pour moi il a trouvé sa position parce qu'on va pas se mentir, là j'ai l'impression quand même de retrouver un petit peu le Lionel Messi qu'on a pu voir lors de ces dernières années au FC Barcelone, avec plus d'influence sur le jeu, qui touche plus de ballons qu'il en touchait au début de saison. Il était un petit peu éloigné du jeu sur les côtés. Là il est dans l'axe, il décroche, il peut même se retrouver dans une position de milieu de terrain. Face à Rennes, on voyait même qu'il pouvait créer un 4-2-4 quand les milieux se projetaient. Lui, il venait créer un duo avec Danilo, avec Paredes, excusez-moi. De manière, ça vous pouvez le revoir. Sur les deux derniers matchs du Paris Saint-Germain, j'ai fait une vidéo, le match face à Rennes, le match face à Lille. Vous pouvez voir, j'ai fait une petite analyse c'était pour un avant-match, pour montrer un petit peu. Moi je trouvais qu'il y avait quand même quelque chose qui se crée côté parisien, qu'il y avait plus de personnalité, plus de jeu, comme l'a dit Kylian Mbappé sur les deux derniers matchs. Et ça c'est, pour moi, je pense que Paris est dans la continuité de ce qu'ils ont fait face à Rennes, ce qu'ils ont fait face à Lille. Pour revenir sur le match de Lionel Messi qui a réussi 5 dribbles dans ce match, on a vu sur quelques actions, sur les actions type où il va lancer en profondeur les ailiers qui vont apporter des solutions, qui peuvent apporter des solutions dans l'axe, proposer dans l'axe, faire des appels dans l'axe. On a pu le voir avec Neymar en fin de match, on a pu le voir avec Mbappé sur quelques actions, et sur ce type d'action, on voit concrètement, on voit très très vite les inconvénients. Sur ce type d'action, on comprend tout, des inconvénients et des pour de Lionel Messi en fin. Déjà, on voit les pour où il peut offrir des galettes, il a réussi 4 passes clés, donc 4 passes
avant le tir mais qui rentre pas au fond. C'est pour ça que c'est une passe clé et non une passe décisive. Et on l'avait vu face à Rennes où il a fait une passe décisive, si ce n'est deux, avec un but qui avait été injustement refusé pour Kylian Mbappé une nouvelle fois. Et hier on a vu toute sa qualité de conservation de balle. Et hier il m'a un petit peu surpris, il a fait d'autres choses que même ces dernières années, même les années où on voyait au Barça nous qu'on pensait éternel barcelonais. Bah c'est vrai que Lionel Messi il avait pas l'habitude de faire des passes avec l'extérieur du pied. Bon on sait qu'il est capable de tout faire, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde, mais hier on l'a beaucoup vu faire des passes en utilisant, excusez-moi, la technique, en utilisant l'extérieur. Et donc les inconvénients, c'est le manque de présence, pas la possibilité d'avoir un joueur qui peut gagner des duels dans les airs, d'aller balancer des centres. Ça c'est pas possible avec Lionel Messi. Et quand il va lancer en profondeur un Kylian Mbappé ou même un Neymar, bah comme il est très très lent, ça on va pas se le cacher, comme le dit Guardiola, Lionel Messi c'est l'un des seuls joueurs pour lui qui est plus rapide avec le ballon que sans, et c'est assez vrai. Il est très très lent pour se replacer. Et donc après sa passe, il va pas apporter une solution en profondeur, il en apporte qu'en retrait. Donc c'est le manque aussi de solution pour le porteur de balle vers l'avant. C'est toujours en retrait avec Lionel Messi. Bon, pour finir cette vidéo, on va finir avec le penalty qu'on voit à l'image. Avec le penalty arrêté par Thibaut Courtois. Je vais vous poser la question, pour vous, répondez-moi en commentaire. Pour vous, qu'est-ce qui a fait la différence? Ce qui a fait la différence, c'est que Lionel Messi l'a vraiment mal tiré, ou c'est vraiment l'arrêt de Thibaut Courtois qui est magnifique. Donc voilà, merci de m'avoir suivi pour cette analyse tactique sur ce 8e de finale aller. Mais attention quand même pour le leader du championnat de France, pour l'équipe qui est en tête dans ce championnat, attention au match retour, car comme l'a dit Carlo Ancelotti, ils joueront à 11 plus le Santiago Bernabéu. Madrid jouera devant ses supporters, et malgré un très bon contenu, Paris a quand même longtemps buté sur Thibaut Courtois. Il aura encore fallu Kylian Mbappé pour marquer dans les arrêts de jeu, comme face à Rennes vendredi dernier. Et ils ne sont jamais à l'abri d'un réveil des attaquants de l'attaque du Real de Madrid, qui n'a rien montré du tout dans ce match. Donc voilà, comme je vous le disais, merci de m'avoir suivi pour cette analyse. On se retrouvera demain pour l'analyse d'un des matchs, d'un des autres 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Alors pour le programme, je voulais vous dire, maintenant jusqu'à la finale, vous savez, il y aura 2 matchs à chaque fois, bon il y aura aussi les demi-finales. Enfin, excusez-moi, je vous perds là, je le sens aussi, je le sens de loin. Alors, pour les courageux qui sont restés jusqu'à la fin, le programme donc pour la Ligue des Champions, il y aura une analyse déjà pour le match de mardi. L'analyse sortira mercredi vers 20h. Et pour le match de mercredi, l'analyse sortira jeudi aussi vers 20h. Donc, salut à tous, c'était Boulot Babic.